Bonjour la famille, il y a 5 mois, on commençait l'aventure SoFact. Et nous en sommes déjà au numéro 10. Et comme nous sommes en fin d'année, un bilan s'impose. Pour cela, je vous propose de faire un récap des événements qui vous ont fait le plus réagir dans notre série de fact-checking. Il y a eu le soulèvement au Mali avec l'imam Dicko. Au Mali, un imam défie le président Ibrahim Boubacar Keïta. La population malienne, menée par l'imam Mahmoud Dicko, se mobilise depuis le vendredi 5 juin pour demander la démission du président Ibeka. Il dénonce notamment la corruption, les faiblesses du service public et la montée de la violence intercommunautaire et djihadiste. Ces manifestations de colère sont inédites au Mali et se passent les vendredis après la prière de la mi-journée. Mardi 18 août, des militaires ont pris le pouvoir au Mali. Ils ont arrêté le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé, mais aussi d'autres responsables civils et militaires. Contesté par la rue depuis plusieurs mois, le président déchu a, dans la nuit suivante, annoncé sa démission sous la pression de l'armée pour éviter, selon lui, que du sang ne soit versé. Depuis, la junte, qui a pris le nom de Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a promu une transition politique et des élections générales dans un pays en proie à une crise politique et à des violences djihadistes. Faisons un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers mois au Mali. Tout a commencé avec le mouvement du 5 juin, avec à la tête l'imam Mahmoud Dicko qui réclamait le départ du président Ibeka. Il y a eu des morts et des échauffourées un peu partout dans le pays. La CEDEAO a dépêché les grosses pointures de l'Afrique de l'Ouest, 4 présidents de la sous-région. Les négociations n'ont rien donné. Toutes les propositions ont été rejetées par le mouvement du 5 juin et voilà que le mardi 18 août, les militaires font un coup d'État et mettent Ibeka et le Premier ministre aux arrêts. Même l'imam Dicko est surpris et décide de retourner à la gestion de ses prières à la mosquée. Le coup d'État est condamné par les États voisins, mais aussi par la France, évidemment. Au Mali, le torchon brûle entre le Comité national pour le salut du peuple CNSP et le mouvement du F5 d'un côté et la CEDEAO de l'autre côté. La concertation nationale malienne s'est achevée le samedi 12 septembre par la promulgation d'une charte sur la transition rejetée le lendemain par la plateforme de l'opposition M5-RFP. L'ultimatum de la CEDEAO pour nommer un civil à la tête de la transition a expiré ce mardi 15 septembre, date à laquelle une rencontre s'est déroulée à Accra au Ghana avec une délégation de la junte. La CEDEAO y a donné ses recommandations à la junte et a exigé un civil à la tête de la transition, tout en maintenant les embargos imposés au Mali qu'il menace de durcir en cas de non-respect de ses exigences. La réponse de la junte s'est faite connaître le lendemain, dans une conférence de presse où le porte-parole a déclaré être plutôt favorable à une transition dirigée par un militaire. Et elle rajoute que le débat n'est pas tranché et que les discussions se poursuivent. Ensuite, la cocasse histoire des gazelles oryx au Sénégal. Au Sénégal, un incident environnemental fait la une des fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Les faits. L'oryx gazelle est une espèce en voie de disparition. Pour leur préservation, les gazelles ont été introduites dans l'enclos de Katané qui les abrite. L'enclos est dans la réserve de Ranérou, au nord du Sénégal, et a été créé en 2002. Il a pour objectif l'adaptation et l'acclimatation de la faune, la protection d'espèces en voie de disparition au Sénégal, avec l'appui des pays comme la France, Israël et l'Espagne. Le ministre de l'Environnement du Sénégal, Abdou Karim Sall, a nuitamment fait transporter 6 gazelles de cette réserve vers une autre réserve privée et 2 d'entre elles sont mortes. Dans la presse, il se dit que cette réserve où le ministre les a transportées lui appartiendrait. Dans un communiqué, le ministre admet le transfert de 6 gazelles oryx et la mort de 2 d'entre elles, mais n'a pas nié le fait que la réserve lui appartienne. Il ne l'a pas non plus confirmé. Donc, à la question « Est-ce qu'il a fait transporter une espèce protégée d'une réserve à une autre ?» La réponse est oui. Et à la question « Est-ce sa réserve personnelle ?» La réponse est « On ne sait pas ». Suite à la mort des 2 gazelles, une autre rumeur a circulé selon laquelle le ministre en a fait des grillades. Sur un plateau de télévision locale, l'ingénieur en environnement Dr Chertien fait des révélations. Et je veux faire une confidence. Ces animaux qui sont morts ont fini en steak. C'est-à-dire? Il les a abattus quand les animaux étaient blessés et étaient au stade de la mort. Il les a abattus pour en faire du steak. Et ça, nos collègues nous ont confirmé que quand vous dites il, vous parlez de... Le ministre de l'Environnement. D'accord. Mais c'est grave.
Ces propos ont choqué les activistes et les défenseurs de l'environnement qui ont appelé à la démission du ministre. Alors, monsieur le ministre, a-t-il fait des grillades de ces espèces protégées? La réponse à cette question est « on ne sait pas ». Il y a eu les SARS du Nigeria. Depuis le 8 octobre, des milliers de Nigérians ont manifesté contre les violences policières en se ralliant sous la bannière de #EndSARS. SARS signifie Special Anti-Robbery Squad, comprenez Police spéciale anti-vol. La SARS a été créée en 1984 pour lutter contre les vols à main armée et d'autres crimes graves comme la cybercriminalité aujourd'hui. Leur particularité, c'est qu'ils agissent sous couverture, ne portent pas d'uniforme, roulent en véhicule banalisé et sont super équipés. Mais au fil du temps, au lieu de lutter contre les criminels, ils agissent eux-mêmes comme tels. Les agents de la SARS profitent les jeunes en grande partie sur leur apparence, montent des barrages routiers illégaux, arrêtent et fouillent sans mandat les véhicules, violent des femmes, extorquent de jeunes Nigérians pour avoir conduit des véhicules exotiques et utilisé les iPhones. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est cette vidéo diffusée le 8 octobre montrant des officiers de cette unité spéciale en train de brutaliser 2 jeunes hommes dans l'état du Delta, au sud du pays, avant de tirer sur l'un d'eux. Les manifestations ont commencé le lendemain de la diffusion de la vidéo, comme une campagne sur les réseaux sociaux, utilisant le #EndSARS pour demander au gouvernement nigérian d'abandonner et de mettre fin au déploiement de la brigade spéciale anti-vol de la police nigérienne. En un week-end, le hashtag a enregistré plus de 28 millions de tweets. Les jeunes Nigérians ont partagé des histoires et des preuves vidéo de la façon dont les membres du SARS se sont livrés à des enlèvements, des vols, des viols, des tortures, des humiliations, des exécutions. La liste est longue, je ne peux pas tout citer. Ensuite, dans la nuit du 20 octobre, le gouvernement de Lagos a envoyé des hommes en tenue militaire qui ont violemment riposté à Lekki, un quartier de Lagos où ils ont coupé le courant et tiré à balles réelles sur les manifestants. Des stars internationales ont pris la parole pour demander au gouvernement d'agir. Idriss Elba. What's happening is an atrocity and murder. And I'm calling to the leaders of the ECOWAS countries, to African Union, to all African leadership to say something to the Nigerian government. You have the power and the reach, and you should do something. You should say something. And I'm telling you, you cannot ignore this. You cannot be quiet. This is the most important moment in Nigeria's history. The most, by far, important moment of Nigeria's history. That's what we're witnessing right now. You know, because if nothing changes after this, if this doesn't work, then, you know, it's over. Les Nigérians à l'étranger ont aussi manifesté dans plusieurs grandes villes dans le monde. Pretoria en Afrique du Sud, Londres en Angleterre, Washington, et Dallas aux États-Unis, pour ne citer que celle-là.
Et selon Amnesty Nigeria, au moins 56 personnes ont été tuées dans les manifestations violentes au cours des 2 semaines. Fortement critiqué pour sa gestion de la crise sociale qui secoue le régime, le président Buhari a lancé le dimanche 25 octobre un appel à la paix et déploré les pillages qui se multiplient dans le pays. Sur Twitter, le président du pays le plus peuplé d'Afrique s'est à nouveau prononcé en faveur d'une enquête judiciaire et a affirmé son désir d'une justice en mémoire des civils et des forces de l'ordre qui ont perdu la vie dans les manifestations. Le groupe d'enquête judiciaire mis en place par le gouvernement de l'État de Lagos a mon plein soutien, car il commence à siéger cette semaine. Je suis convaincue que toutes les commissions d'enquête au niveau des États aideront à faire en sorte que justice soit rendue au nom des manifestants pacifiques et des agents de force de l'ordre qui ont malheureusement perdu la vie, a écrit le chef de l'État nigérian sur Twitter. Finalement, la SARS a été dissoute après de multiples hésitations du gouvernement et son fondateur, Fulani Kojafa, se sent coupables. La SARS d'aujourd'hui n'est pas la même SARS que celle que j'ai créée en 1984, a-t-il déclaré. L'agence s'est écartée des valeurs de service honorables. Il y a eu aussi les biscuits au Tchad. Parlons maintenant du Tchad, où le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, et les États-Unis se sont accordés pour mettre en place un stock de contingence de 50 tonnes de biscuits à haute valeur énergétique. Selon Jessica Davis-Barr, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, les États-Unis sont un fier partenaire du PAM en appui au peuple du Tchad. Ensemble, nous devons protéger les plus vulnérables. Ensemble, nous pouvons lutter contre ce virus avec une recrudescence de la violence dans la région et dans un contexte toujours marqué par la pandémie globale. Ce stock permettra de répondre plus rapidement aux crises soudaines. Les biscuits à haute valeur énergétique sont fortifiés en micronutriments et contribuent notamment à préserver l'état nutritionnel dans les premiers jours d'une urgence avant qu'un panier alimentaire complet puisse être fourni. Les 50 tonnes couvriront les besoins de 170 000 personnes. Et toujours selon l'ambassade américaine, cette nouvelle contribution témoigne du soutien indéfectible du peuple américain à la lutte contre la faim et la malnutrition au Tchad. Des biscuits, d'accord. Ce don de biscuits a choqué l'opinion publique tchadienne et les railleries n'ont pas tardé à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Vous voyez ici un communiqué de l'Union nationale des étudiants affamés, un sobriquet inventé pour se moquer de cette action. D'autres sont très énervés et estiment que ce geste des États-Unis est un manque de respect envers le Tchad. L'opposition, quant à elle, estime que ce don est le résultat de la malgouvernance du pays qui pourtant possède de grandes ressources et dont 70% de son sol est arabe. Et pour finir, il y a eu le conflit au Tigré, région d'Éthiopie. En Éthiopie, la querelle entre le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, autrefois membre dominant de la coalition au pouvoir, et le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed mijote depuis des mois et s'est manifesté après la tenue d'élections régionales au mépris du gouvernement fédéral. Replaçons un peu les choses dans leur contexte. Situé dans l'extrême nord de l'Éthiopie, le Tigré est un des 10 États semi-autonomes qui forment la Fédération éthiopienne, organisée sur des bases ethniques. Bordé à l'ouest par le Soudan et au nord par l'Érythrée, il abrite essentiellement des Tigréens qui constituent 6% de la population éthiopienne, c'est-à-dire plus de 10 millions de personnes. À partir de 1975, la rébellion tigréenne du Front de libération des peuples du Tigré a mené une lutte contre le régime militaro-marxiste du dictateur Mingotsi Haile Mariam, qui tombe en 1991. Le TPLF a dominé ensuite la coalition qui régna sans partage sur l'Éthiopie jusqu'à ce que Abiy Ahmed, issu à moitié de la grande ethnie du pays, les Oromo, devienne Premier ministre en 2018. Vous vous souvenez des Oromo qui avaient causé l'instabilité du pays à la mort de Achalon Lessa, 34 ans, porte-drapeau des Oromo, abattu de plusieurs balles par des inconnus dans la soirée du 29 juin à Addis Abeba? Les Tigréens qui occupèrent une place prédominante dans l'armée éthiopienne furent également en première ligne dans la guerre entre 1998 et 2000 contre l'Érythrée. Cette guerre, qui a été déclenchée notamment
pour des différends territoriaux. La guerre fut officiellement déclarée terminée en 2018 à l'initiative d'Abiy Ahmed, ce qui lui a valu son prix Nobel l'année suivante. Depuis l'arrivée de M. Abiy, les dirigeants tigréens se plaignent d'avoir été progressivement écartés à la faveur de procès pour corruption ou de remaniement de l'appareil sécuritaire. En 2019, le TPLF est de facto passé dans l'opposition en refusant la fusion de la coalition au pouvoir en un seul parti, le Parti de la Prospérité voulu par M. Abiy. En septembre, le Tigré a organisé ses propres élections, défiant le gouvernement fédéral qui avait reporté tous les scrutins en raison de la Covid-19. Addis Abeba considère désormais illégal le gouvernement régional du Tigré qui, à son tour, ne reconnaît pas de légitimité au Premier ministre. Le 4 novembre, 2 bases de l'armée fédérale sont attaquées. Le Premier ministre a accusé le Fonds de libération des peuples du Tigré au pouvoir dans cette région, au nord du pays, d'avoir franchi la ligne rouge, ce qui justifie une riposte militaire de sa part. Le TPLF a à son tour accusé le Premier ministre d'avoir inventé cette histoire pour justifier son intervention qualifiée d'invasion. Le blackout imposé sur la région et les restrictions au déplacement des journalistes rendent impossible de vérifier les affirmations de l'un ou de l'autre. Depuis, l'aviation éthiopienne a mené plusieurs raids visant, selon le gouvernement, des objectifs militaires tels que des dépôts d'armes et de carburant. Le chef de l'armée éthiopienne, Benaro Jula, a affirmé que le conflit ne s'étendrait pas au-delà du Tigré. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Des milliers de miliciens Amhara ont déjà rejoint les Tigrés pour y appuyer l'armée fédérale éthiopienne. Et le vendredi passé, le TPLF a tiré des roquettes sur 2 aéroports dans la région Amhara en riposte. L'Érythrée, ennemi juré du TPLF, a également été impliqué dans ce conflit lorsque les forces tigréennes ont tiré samedi des roquettes sur la capitale Asmara. Le TPLF accuse l'armée éthiopienne d'utiliser l'Érythrée pour y faire passer ses troupes ou décoller ses avions et affirme que l'armée érythréenne participe directement au combat au sol au Tigré, ce que l'Éthiopie dément. Malheureusement, ce conflit risque de déstabiliser la mosaïque des peuples qu'est l'Éthiopie, théâtre de multiples violences entre communautés ces dernières années. Déjà, l'opération militaire entraîne une crise humanitaire. Au moins 25 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin et sur place, de très nombreux Tigréens n'ont accès à aucune assistance. La plupart des sujets choisis, vous nous avez aidé, mon équipe et moi, à les trouver. Et on ne vous remerciera jamais assez pour ça. Continuez à nous aider à vérifier les informations de nos fils d'actualité pour de meilleurs contenus. Du fond du cœur, je vous dis merci pour ces 5 mois remplis d'enseignements et de réalisations et je vous souhaite à tous une meilleure année 2021. Voilà les sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder dans cette édition de SoFac SoFact. Si vous avez des questions sur ces sujets, mettez-les en commentaire ou si vous voulez que nous parlions d'un sujet en particulier, mettez-les toujours en commentaire ou envoyez-nous des messages privés sur Facebook ou sur WhatsApp. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo, abonnez-vous ou suivez notre chaîne pour plus d'informations sur l'Afrique. Merci et à très vite pour une nouvelle édition de SoFac SoFact. Et encore une fois, je vous souhaite à tous une meilleure année 2021.